sous la Grande Croix de Sainte-Catherine. Mon arrière-grand-mère Clara est là, mon arrière-grand-père Eugène-Étienne est là, mon père est là, mon grand-père Frégasso est là, ma grand-mère Taché Frégasso est là. Alors tout le monde est en dessous de la Grande Croix de Sainte-Catherine. Mais la Grande Croix de Sainte-Catherine en dit beaucoup sur Antoine Chaude-Chesnay avec ses deux filles. Tous les descendants du côté Prévost. Puis les Prévost, il y a eu des descendants qui ont pris le nom de Garneau, puis qui ont pris le nom de la mère et Top. Tandis que du côté des Taché, c'est devenu des Frégasso, des Paquette et puis des Lair. Ces noms-là sont tous sur la croix, qui est le lot seigneurial qui avait été alloué à Antoine Chaude-Chesnay, ou Michel-Louis Chaude-Chesnay, à vrai dire, qui avait donné le terrain pour faire l'église. Je suis le petit-fils de Clara Taché, qui était mariée avec Michel Frégasso, seigneur, mon grand-père. Elle était la fille de Clara Chaude-Chesnay, une des deux héritières d'Antoine de Sainte-Catherine, de la Jacques-Cartier. La passion de ma vie a été l'histoire et la généalogie, qui m'a permis de grandir et de faire des choses à part des autres. Je m'appelle Yves Larocque de Roquebrune. Je suis né en 1943, quelques mois avant le décès de mon illustre ancêtre Saint-Denis Garneau, poète et peintre. J'arrive dans cette famille dont les ancêtres sont arrivés au Canada en 1634 avec M. Champlain et qui ont obtenu, après avoir posé des gestes méritoires, ont obtenu les lettres de noblesse et ont joué un rôle au niveau de la société, la mise en place des structures, etc. Plus près, évidemment, puis il y a eu le poète, puis il y a eu différents Garneaux. Et on arrive à Saint-Denis Garneau, le poète, le peintre, et ma cousine Anne Hébert, qui est aussi un lien familial. Et je dis cousine, on s'appelait cousin-cousine, mais au fait, elle était la cousine de ma mère. Et j'ai eu le privilège, encore une fois, de connaître Anne. Je me rappelle de Anne qui venait au manoir quand j'étais tout petit, 3-4 ans, puis elle venait visiter grand-maman. Évidemment, Saint-Denis était déjà mort à ce moment-là, ça a beaucoup touché et Anne et ma grand-mère. Mais je me souviens, pour moi, Anne, c'est la première femme de ma vie. Une espèce de grande femme mince qui était belle et délicate et douce et gentille. Donc, il y a tout cet héritage-là. Je pense que une auteure de son envergure, issue d'un milieu seigneurial, on va en discuter là, c'est pas anodin. Et je me suis souvent questionné, moi, sur la manière dont ça avait pu teinter, évidemment, sa vie personnelle, mais surtout, et c'est pour ça que je vais en parler avec toi, comment ça a pu teinter son œuvre, d'appartenir à un milieu seigneurial, mais pas un milieu seigneurial, finalement, dans une optique révolue d'Ancien Régime, mais quelque chose qui avait encore des traces dans les années 1920, 1930, 1940, quand elle est jeune fille, puis jeune femme. Oui, puis même au-delà, parce qu'Anne Hébert, c'est 60 ans d'écriture, donc, et dans plusieurs genres littéraires. Elle va parler de la vie de château, par exemple, en poésie, d'une toute autre manière. Elle va parler de l'ambitieux qui veut marier une fille de noble dans le recueil de nouvelles de Torrente, par exemple. Et un peu plus tard, en 1990, c'est publié 2 pièces de théâtre où elle revisite l'histoire de la Nouvelle-France. Il y a bien sûr aussi le roman Le Premier Jardin. Et ça, on est dans les années 88, 90. Donc, elle continue de s'y intéresser. Et d'ailleurs, Anne Hébert a toujours parlé volontiers de son enfance et de sa jeunesse, de toutes sortes de façons. Mais c'est quelque chose d'extrêmement structurant dans l'œuvre.
Elle naît à Sainte-Catherine de Fossambeau, dans un petit village dans la région de Port-Neuf aujourd'hui, dans ce qui est pour moi l'ancienne seigneurie de Fossambeau, qu'a possédé sa famille. Anne Hébert donc appartient à une famille à la fois aristocratique par ses ancêtres, les Juchereau du Chêné notamment, mais aussi à une grande famille bourgeoise de la ville de Québec, de la bonne société de Québec, avec, je pense, à son grand-père, Eugène-Étienne Taché, qui est quand même un grand architecte, un des premiers grands architectes, l'architecte du Parlement de Québec. Alors, un univers familial mixte. Quand même, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Il y a d'abord cette famille, comme tu le dis bien, qui est celle de la mère. Famille issue de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Et toujours, Anne Hébert va s'intéresser à la lignée des femmes, et c'est sans doute en raison de cette filiation à la famille maternelle. Et aussi parce que Saint-Denis Garneau, son petit cousin, qu'elle aime beaucoup, qui est pour elle sa première influence durable, appartient à cette lignée, de ce côté maternel. Alors, Clara a marié Eugène-Étienne Taché. C'est un homme d'une grande importance. Alors, il est veuf. Et elle a déjà un certain âge. Alors, pour elle, c'est une belle union. Et là, ils ont des enfants, dont une fille, Marguerite, qui marie Maurice Hébert Lang. Lang Hébert, il a gardé le nom de sa mère, toujours avec son nom. Elle marie Maurice Hébert et ils ont Anne Hébert. Donc, ils ont 2 filles, 2 garçons. Anne Hébert a perdu sa petite sœur, qui était mariée depuis 1 an, qui était enceinte, et elles habitaient ici pendant l'été. Elle aurait fait une crise d'appendicite et puis elle serait décédée. Sa sœur l'aurait trouvée à terre, morte dans le passage de leur maison. Alors, ça a été un épisode très douloureux pour Mme Hébert. La famille Hébert à Québec, c'est aussi les lettres. Son père est bien sûr directeur au tourisme à la ville de Québec, mais il est aussi un poète et un critique littéraire. Et l'amour de la langue, qui est pour elle centrale, mais aussi qui, dans son œuvre, rend si belle cette œuvre. Cet amour, donc, lui vient de son père. Bien qu'elle ne le suivra pas dans la leçon de poésie ou dans sa façon à lui d'envisager la critique littéraire, elle va plutôt suivre l'exemple et le modèle du plus jeune, c'est-à-dire Saint-Denis Garneau, qui lui prête des livres, qui lui recommande des lectures. Et ça, dans l'œuvre d'Anne Hébert, on va le voir tout au long des textes. Monsieur Hébert, Monsieur Taché sont reliés à l'histoire. Monsieur Taché qui fait les plans du manège militaire, il fait les plans du Parlement, 2 des institutions piliers de la société québécoise depuis les origines. Alors, c'est certain qu'elle a été élevée dans un milieu beaucoup plus cultivé. Sa famille, Élise, M. Hébert était, paraît-il, l'un des hommes les plus cultivés là, dans la société québécoise en ce temps-là. Et Pierre Hébert lisait tout le temps. Vous savez, c'était vraiment des gens qui frappaient par leur érudition. Alors, je pense qu'elle a été chanceuse. Elle venait d'un milieu qui l'encourageait beaucoup à l'écriture. Alors que Saint-Denis, sa mère, mais ça paraissait une faiblesse chez sa mère. C'est quand même révélateur que de Saint-Denis se battait contre son milieu pour écrire. Alors qu'Anne Hébert, au contraire, était encouragée. Et quelque chose d'anecdotique, mais qui est quand même assez curieux et drôle en même temps, c'est que son père lui envoie
des poèmes de lui à Paris pour savoir ce qu'elle en pense. Et elle va répondre assez tardivement, elle va mettre un certain temps avant de lui répondre. Elle va dire, bien, j'aime bien ce vers-là, mais c'est un poème avec une centaine de vers. Et puis, elle essaie de trouver du positif, parce que Hébert est vraiment lumineuse dans sa correspondance, aux antipodes de l'image là, de cette femme qui parle des ténèbres et du noir. C'est une femme dont la langue est très belle à lire, et surtout, je dirais, avec les siens. Et quand elle parle de Sainte-Catherine, Sainte-Catherine de Fossambeau, comme on disait dans le temps, qui est aujourd'hui Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Est-ce que tu peux nous lire un extrait d'un poème d'Anne Hébert qui reflète, à ton avis, cette appartenance à la terre? Alors oui, tout à fait, Terre originelle. En 1967, ce poème paraît dans la presse pour fêter la Confédération. Mais elle aime tellement ce poème qu'elle va le lire lors de la Nuit de la poésie à Montréal en 1980. Elle va en reprendre un extrait lors de l'inauguration du Centre socio-culturel Anne Hébert en 1986. Elle va en parler, on va voir tout à l'heure, dans d'autres textes. Donc, ce motif de l'enracinement, cette terre originelle, va la suivre partout à partir de 1967, moment où ce poème apparaît. Forêt alertée, rivière dénouée, chantent les eaux mères de ce temps. Tout un continent sous un orage de vent. En route, bel amour, le monde se fonde comme une ville de toile. S'accomplisse la farouche ressemblance du cœur avec sa terre originelle. Alors ça, c'est la fin du poème Terre originelle. Et comme je vous disais, elle va récupérer cela, en faire un motif central. Et même dans ses romans, ça va apparaître, le rapport à la terre originelle. Et je pense par exemple à un texte qui, cette fois, est paru dans Le Devoir en 1972, où elle parle des lieux de son enfance. Vous savez, dans la loi qui abolit le régime seigneurial en 1854, il y a un article qui stipule clairement, c'est l'article 37 de la loi, il stipule clairement que ceux qui détiendront dorénavant les nouvelles rentes là, constituées que les anciens censitaires peuvent continuer à payer à la place de racheter leurs rentes, on les appellera des rentes seigneuriales. Et les détenteurs de ces rentes s'appelleront seigneurs et les débiteurs s'appelleront censitaires. La loi, et ça c'est extraordinaire, la loi qui abolit dans la province de Québec, le régime seigneurial, qui veut mettre un fin à cet ancien régime canadien, eh bien, elle concrétise, elle confirme les statuts de seigneurs, de censitaires, de ceux qui auront encore ce rapport-là économique, mais qui est aussi un rapport d'altérité qui va durer jusqu'en 1940. C'est absolument extraordinaire. Et la famille Juchereau-Duchesnay a donc possédé cette seigneurie de Fossambeau. Et c'est pas anodin, parce que c'est tout ce qui leur reste. Ces seigneurs-là, à l'origine, ils sont à Beauport. La terre originelle, finalement, de la famille Juchereau-Duchesnay, c'était Beauport. Ouais. Mais un des héritiers, en 1844, c'est un joueur et il finit par perdre aux enchères. On saisit la seigneurie de Beauport qui appartenait à la famille depuis 1634. Or, un des héritiers plus avisé, qui lui a hérité des seigneuries de Godarville et Fossambeau, va donc être l'ancêtre d'Anne Hébert et de son cousin. Et on se replie en quelque sorte sur ce qui reste du bagage seigneurial initial de la famille. C'est difficile de dire à quel point c'est conscient ou on se rappelle de cette histoire et on se la remémore dans la famille, mais c'est peut-être pas anodin de dire que ce qui reste de ce bagage, de cette famille, ils en sont conscients. C'est une famille qui a fait l'histoire de la Nouvelle-France, qui est dans les livres d'histoire. On a là des personnages comme le colonel de Salaberry, le héros de la bataille de Châteauguay. On a évidemment des grands héros de l'époque de la Nouvelle-France. On a des femmes oubliées aussi, oubliées par l'histoire, mais oubliées par la famille. Je pense à une des ancêtres d'Anne Hébert, Marie-Catherine Peuvray, qui a été une femme de poigne au 18e siècle. Et donc, on a toute une mythologie familiale et on aurait bien aimé savoir ce que
Marguerite Taché, le soir, racontait à ses enfants de cette histoire de famille. Il y a des secrets, il y a des aspects qui sont tus, notamment le fait que les grands-mères, les filles du dernier seigneur, Clara et Louise Juchereau, sont des filles illégitimes, sont nées hors mariage. Ouais. Et ça, c'est pas dans les livres d'histoire, c'est Non. dessus. Alors, il y a évidemment dans ce monde extrêmement hermétique et cloisonné, pré-1940-1950, il y a là des choses qu'on ne dit pas et qu'on doit taire. Oui, puis il faut comprendre que dans l'œuvre, elle joue sur ce motif-là. Les jalousies fermées, c'est très structurant dans Kamouraska. Hein? Elle ne cesse, les trois tantes, ou même elle-même, Élisabeth, de regarder à travers la fenêtre. Une femme à sa fenêtre, c'est très important dans l'œuvre d'Anne Hébert. Et ça, c'est des choses qu'elle a pu saisir dans son enfance, justement, mais qui fait d'elle cette femme qu'elle est. Quand on l'interrogeait, quand on la regarde en entrevue, elle est toujours très droite, elle parle bien, elle a une culture considérable et voilà, c'est Anne Hébert. Quand on l'interroge sur ses lectures, puis on ne manque pas de le faire à chaque entrevue, elle va parler de Proust, Supervielle, Rimbaud, Baudelaire, tout ça, mais elle va passer sous silence, par exemple, qu'elle lit beaucoup de romans policiers. Alors ça, je crois que c'est des relents de l'éducation qu'elle a reçus. On parle de choses bien, mais dans son œuvre, c'est quand même incroyable comment elle arrive, et je pense par exemple aux Enfants du sabbat en 1975, à faire parler quelqu'un qui est du petit peuple, qui pratique des avortements pour aider les gens au village, qui est marié avec le diable, qui veut commettre l'inceste avec son fils pour lui donner les pouvoirs de sorcellerie. Bien, c'est Anne Hébert qui imagine tout ça. Et je me souviens que quelqu'un dans sa famille avait dit « Oh, moi, je ne suis pas capable de lire ça », très curieusement. Et elle jubile, elle dit qu'elle a voulu régler ses comptes avec la religion. Je crois qu'elle a voulu peut-être transgresser ce modèle seigneurial qu'on lui a inculqué d'une certaine manière. Et je crois qu'elle le fait admirablement bien dans son œuvre, tout en montrant à quel point ce fut important dans son éducation. Donc, il faut distinguer l'énonciation et l'énoncé. Dans l'énoncé, le chasseur qui est violent, qui bat, qui est ivre est condamnable. Et le fils qui est pervers, qui est dénaturé, l'est tout autant. Mais la femme écrivain, elle est celle qui croit en cette langue française d'Amérique, qui croit en les familles françaises. Saint-Denis Garneau va dire que ça ne le préoccupait guère de s'appeler Saint-Denis, puis qu'il parlait avec les gens du village avec beaucoup de plaisir. Puis Anne Hébert va faire la même chose. Elle va parler des gens les plus humbles, les plus simples. Elle a une sympathie évidente. Elle n'aime pas qu'on offense les gens. Elle disait toujours, même très tard, parce qu'elle était partie de Québec, mais elle avait toujours la maison ici, qu'elle possédait en copropriété avec son frère. Alors, quand on lui demandait « Où habitez-vous? » « J'habite Fossambeau. » Ça ne s'appelle plus Fossambeau, ça s'appelle Sainte-Catherine depuis bien des années, des dizaines d'années. Et elle continuait à dire qu'elle habitait Fossambeau. Alors, pour elle, ça l'avait bien marqué. Et c'était son titre de noblesse. Ma grand-mère s'appelait Clara Taché et elle a marié un ingénieur italien qui avait étudié en Belgique, qui parlait français, qui s'appelait Michel Fragasso, ce qui était déjà rare. Alors, elle l'a marié en 1916 et elle a eu une grande famille. Elle a eu 12 enfants, donc 4 paires de jumeaux, ce qui est mathématiquement impossible, mais elle a réussi à le faire. Alors, à ce moment-là, la famille demeurait sur la rue Sainte-Ursule, au 52 rue Sainte-Ursule, qui était la maison d'Eugène-Étienne Taché, son père, et de Clara Juchereau-Duchesnay. La famille Fragasso, dans leur jeune temps, avait encore des reliquats de la tradition seigneuriale, parce que mon père me disait qu'il y avait 3
employés domestiques à la maison. Là. Il y avait une gouvernante, il y avait une cuisinière, et puis il y avait quelqu'un qui s'occupait des enfants. Donc, il y avait réellement là, gardé la tradition un peu que mon arrière-grand-mère, Clara Chaude-Cheney, qui restait au même endroit, avait aussi. Puis quand on va dans les recensements en 1910, en 1911, puis en 1901, il y a des enfants, puis il y a des domestiques. Donc, je voyais que c'était des gens qui avaient quand même un certain standing de vie, beaucoup de richesse dans cette maison-là, puis qu'il y avait une tradition. Une autre chose qui était importante, c'était la classe que ma grand-mère dégageait, Clara Taché. Il y avait réellement là, une fierté, ou j'appellerais une noblesse, sans faire de jeu de mots. Là, quand on arrivait là, il fallait s'asseoir d'une certaine manière, il fallait parler d'une certaine manière, il fallait être peigné d'une certaine manière, il fallait être habillé d'une certaine manière, qui était différent de mes petits amis à l'école où j'étais, parce que j'étais dans une école tout à fait standard et publique à Loretteville. Alors, ça, c'était quelque chose qui était, non seulement que j'avais un nom différent des autres, mais j'avais un comportement différent des autres. Sacré pour moi, dans une cour d'école, c'était impensable. Et puis, évidemment, je détonnais en partant. Puis, ma grand-mère voulait que j'aie des cheveux peignés comme le prince Charles, parce qu'on avait des sourdes. Alors, tout était centré sur la noblesse, et puis ça a beaucoup influencé ma vie, juste sur mon comportement, puis dans mes relations qu'il y avait avec mes confrères de classe. Puis ça venait tout de ma grand-mère. C'était réellement une classe ou un comportement de classe là, qu'il fallait passer dans les générations, mais qui ne se passait pas nécessairement dans une cour d'école à Loretteville. Il ne fallait pas parler aux habitants. Il fallait réellement se tenir dans le groupe de... Alors ça mon père a connu ça. Alors c'était comme une norme là-bas. Il y avait les vidéochateurs, qui étaient des gens avec une certaine classe, mais il ne fallait pas nécessairement parler aux autres personnes. Il y avait une espèce de petite élite qui se formait dans certains endroits, à partir d'affinités intellectuelles, d'affinités de comportement, de manière. Les enfants à Sainte-Catherine jouent ensemble. Ils font des pièces de théâtre ensemble. Ils ne se mélangent pas, ils ne se mêlent pas aux autres. Et à Québec, c'est la Haute-Ville avec, bien sûr, cette idée de ne pas aller vers la basse-ville, bien sûr, de ne pas frayer avec d'autres classes sociales. On n'avait pas le droit de jouer avec les autres enfants à Sainte-Catherine. Quand on allait, je me souviens, quand on allait au village avec grand-papa pour aller chercher la poste puis aller à la boulangerie, on était des petits messieurs. Donc, il y avait cette distance qui était concrète et qui était respectée de part et d'autre. Quand LGA venait porter la crème en charrette ou le beurre dans les moules, il aurait été extrêmement inconfortable si grand-maman l'avait invité à rentrer dans la cuisine ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment respecter son rôle. Quand on mange à la table, eh bien, il faut se tenir, il faut se lever quand grand-maman arrive. Ils sont de la maintenue avec maman. Enlève ton coude sur la table, ton couteau est levé, tu sais. Il y avait beaucoup. On devait apprendre à agir, je dirais comme des gentlemen. Hein? Et c'est l'époque aussi, encore moi, quand je suis enfant, les enfants sont là pour écouter et non pas parler. On avait déjà de la difficulté avec ça. Des gens comme Saint-Denis-Garneau, même déjà à son époque, ça commençait à être pas mal révolu. Chez Saint-Denis-Garneau et Anne Hébert, qui ne rejettent pas, qui sont même fiers de leurs origines, ils n'ont pas ce désir de jouer au Seigneur. Et au contraire, ils ont un désir de lucidité par rapport à la situation. C'est comme si l'œuvre d'Anne Hébert, dès les années 45, le Torrent s'est écrit en 44-45, c'est quand même incroyable l'histoire du Torrent. Et dès ces années-là, elle tire un trait. Elle tire un trait. En ce qui concerne la terre originelle de Sainte-Catherine,
c'est la beauté du paysage qui se trouve déjà célébré dans le recueil de poèmes Les Songes en équilibre en 1942. C'est quelque chose qu'elle va reprendre en 1995 dans Aurélien, Clara, Mademoiselle et le lieutenant anglais. Donc, il l'accompagne toute sa vie, c'est sa lumière, c'est ce qu'elle appelle son premier paradis perdu. Parce qu'elle en a deux paradis perdus, Anne Hébert. Il y a Sainte-Catherine, puis il y a Paris. Mais dans son œuvre, lorsqu'elle est à Paris, elle écrit avec bonheur et lumière, toujours sur Sainte-Catherine. Et lorsqu'elle doit venir au Québec pour la réception d'un prix ou un doctorat honorifique, tout de suite, dans sa correspondance, elle se pose la question, est-ce que je vais avoir du temps pour aller à Sainte-Catherine? Est-ce possible pour moi d'aller à Sainte-Catherine? Et même dans une lettre, elle pense à racheter le manoir de Sainte-Catherine. Ce manoir, donc, qui était celui du seigneur de Fossambeau, mais aussi que sa grand-mère, Clara, possédait et que Hermine Prévost-Garneau, la mère de Saint-Denis-Garneau, va racheter en 1912. Donc, elle reste très attachée non seulement à la terre de Sainte-Catherine, cette terre originelle, mais aussi à l'espace du manoir. C'est quand même fascinant de voir qu'elle, après le décès de sa mère, envisage le rachat. C'est quand même encore, malgré la distance, malgré la vie à Paris, l'attachement demeure absolument profond. Et elle ne ferait pas un pèlerinage à Sainte-Catherine sans aller voir aux alentours le manoir, s'enquérir des conditions qui prévalent, qu'est-ce qui se passe. Elle rachète même un bout de terrain, Sainte-Catherine, à un moment donné, avec son frère, et puis c'est là qu'elle songe à acquérir le manoir. Les ventes. Ben, ici, c'est toujours le parent. Ici, c'est la vente par le colonel Parent à Anne Hébert et Pierre Hébert d'une partie de la seigneurie qui est de l'autre côté du chemin, mais qui était restée la propriété d'Anne Hébert. Alors, avec les premiers argents, avec son prix, elle avait eu un prix, je crois, en 1973, et puis, alors, avec l'argent, elle est venue acheter cette partie-là là, du terrain de l'autre côté. Anne Hébert, je le disais tout à l'heure, c'est 60 ans d'écriture, donc de temps en temps, ceci se dit, puis si on le colle avec cela qui se dit 10 ans ou 20 ans plus tard, ça nous donne une lecture plus complexe. Parfois, on lit des commentaires, on dit, bon, ben là, Michel incarne ci, puis Catherine incarne cela, mais il faut le saisir dans son étendue la plus vaste, et on comprend que c'est complexe le rapport à l'héritage seigneurial chez Anne Hébert. Pour elle, la filiation matrilinéaire est très importante. Ça donne un courant de force à son œuvre. Les femmes sont fortes dans cette œuvre-là. Et donc, ça, c'est un aspect positif, je dirais, de son rapport à ses ancêtres. De la même façon, il y a un attachement durable à la famille. Bon, vous évoquiez tout à l'heure Hermine Prévost, c'est autre chose. Hermine Prévost, elle veut racheter le manoir. Elle est une femme qui croit beaucoup à la religion, qui croit beaucoup en cette ascendance nobiliaire. C'est quelqu'un qui va se comporter, on disait à Montcouvert, c'est quelqu'un qui... La seigneuriesse de Fossambeau, c'est comme ça qu'on l'appelait. Elle est comme ça. On s'est moqué d'elle. Jacques Ferron en particulier se moque d'elle. Comment est-ce qu'elle se prend pour une seigneuresse? Faut dire que dans ce temps-là, dans les années 40 ou 30, même avant, on accordait beaucoup d'importance
Hein? Le cardinal Léger arrive d'avoir été sacré cardinal et il embrasse la terre à Montréal et puis salue, j'oublie les noms, mais une espèce d'éloge très pompeux. Alors, vous savez, c'était pas inhabituel. Grand-papa était d'une douceur phénoménale. Et cette relation entre grand-maman, qui était une grande dame exigeante, imposante, et grand-papa, qui était plutôt silencieux, il était très malentendant, d'ailleurs, ça c'est très familial. Grand-maman pouvait être très exigeante, des fois de mauvaise humeur, parce qu'elle souffrait. Elle avait été opérée très jeune pour une maladie, elle souffrait d'arthrite. Il y a une espèce de crackpot quelconque, puis on parle dans les années 20, qui avait imaginé qu'il pouvait opérer les gens pour cela. Donc, elle pouvait être brusque, etc. Et elle était exigeante. Elle avait besoin de choses, et grand-papa était toujours là pour la servir, puis oui, mimine, etc. Mais si à un moment donné, grand-maman exagérait, grand-papa avait une façon de dire « mimine », c'était peut-être le seul qui pouvait arrêter Mimine. Et il laissait toute la place. Il l'admirait, il adorait ma grand-mère. Il s'aimait beaucoup. Et d'ailleurs, bien qu'il soit pas mal, je pense qu'il avait au moins 10 ans de plus qu'elle, il est mort seulement quelques mois après son décès, le cœur brisé, il ne voulait plus vivre. Si Mimine n'était plus là. Pour moi, la fin, évidemment, couple d'années avant, on ne va plus au manoir et éventuellement le manoir est vendu. Mais il reste toujours un lien avec Sainte-Catherine, avec le manoir, avec la famille. Entre 1940 et 1950, à peu près 550 seigneurs ou co-seigneurs qui vont se partager 3,2 millions de dollars. Aujourd'hui, ce serait à peu près 45 à 50 millions. C'est pas des milliards, mais c'est des sommes considérables qui leur sont transmises par chèque. Oui. Et on a ça dans les archives, l'ensemble de tous les noms, qui reçoit quoi pour ses parts. Et donc, ils sont là. Bon, c'est quand même sa mère directement qui a ces parts-là et le reste de la famille aussi. Et en plus, ils ont des parts dans la seigneurie de Saint-Augustin, juste au sud. Alors aujourd'hui, quand on prend la route et qu'on monte à Sainte-Catherine de Fossambeau, on arrive à ce qui est devenu aujourd'hui la banlieue de Québec avec Saint-Augustin. Mais ça aussi, Saint-Augustin a été autrefois dans le patrimoine des Juchereaux du Chesnay. Puis le hasard a voulu qu'à la fin des années 1880, les héritiers, justement, la grand-mère et la grande-tante d'Anne Hébert, rachètent les droits seigneuriaux sur cette seigneurie. Alors, il y a quand même dans la région de Portneuf là, un fort, non seulement cet attachement qu'on sent dans l'œuvre et puis dans les écrits, mais concrètement, pour les paysans, nos agriculteurs des années 1900-1940, il y a encore très certainement une conscience d'être un peu... d'appartenir à cet univers, de continuer à payer annuellement des petits montants là, individuellement, c'est des toutes petites sommes. Ouais. Et quand on les cumule, le capital de ces sommes-là, puis qu'on verse les montants accumulés à la fin des années, au début des années 1940, c'est pas anodin. Ça ne peut pas être ignoré non plus d'Anne Hébert qui a 25 ans à l'époque, quand sa mère reçoit un chèque de 6 500 $ en 1940. On doit, je ne sais pas qu'on joue à la loterie avec puis qu'on part en voyage, mais il y a certainement une conscience de ça. Mais est-ce que le fait qu'elle soit sans enfant et que son frère, qu'il n'y ait pas d'héritier à cette famille-là, dans sa famille, à elle, dans sa fratrie, est-ce que ça peut jouer un rôle dans ce regard sur le passé? Je crois qu'il a toujours été là, le regard sur le passé. On n'a qu'à penser à Kamouraska. C'est quand même le Seigneur, c'est la rébellion, le passé est très important. Mais je pense qu'avec la maturité des années 88 à 99, elle sait qu'elle vieillit aussi, ce désir de revenir sur les lieux, mais avec le regard historique, ça lui vient de Kamouraska. Mais disons qu'elle ne s'empêche de rien. Elle a gagné le féminin avec les Fous de Bassin en 82. Elle peut faire ce qu'elle veut. Et je crois que c'est cette liberté-là qu'elle prend qui fait en sorte qu'on
son regard soit beaucoup plus celui en même temps que de la romancière, de l'historienne. La question sur laquelle je vous amènerais en concluant, c'est pourrait-on, est-ce qu'il y aurait place à faire une lecture, disons, seigneuriale ou nobiliaire ou aristocrate de l'œuvre d'Anne Hébert? Avec des gants blancs, oui. Avec toutes les nuances qu'il faut. Le problème avec les grandes œuvres, c'est qu'on ne peut pas les réduire. Être seulement dans une lecture féministe, c'est un problème. On a voulu dire qu'elle était matérialiste, qu'elle n'était pas catholique. Donc, c'est complexe et c'est ça qui est formidable. Alors, je pense que oui, il faut faire une lecture de cela parce que l'origine, le paradis qu'on a perdu, le lieu des origines, la terre originelle, mais aussi cette vie de château, cette galerie des ancêtres qu'on trouve aussi dans les Fous de Bassan, est fondamentale dans l'œuvre. Le problème serait de réduire l'œuvre à une lecture qui dirait, ben voilà, cette œuvre, elle est de cette idéologie-là. Vous savez, Anne Hébert a déjà fait une entrevue, je pense que c'est en 80, où on lui dit, mais vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas dans la cause au Québec, vous n'êtes pas... Elle dit, moi, je crois profondément à l'engagement de l'écrivain, et qui consiste en l'écriture. Et je crois qu'elle aurait trahi son écriture à dire, ben, c'est mieux de dire les choses comme ça plutôt que comme ça. Elle a voulu préserver cette liberté, et c'est une des raisons pour laquelle elle est allée écrire en France, pour préserver cette liberté. Et je crois qu'il faut absolument faire cette lecture-là. Et c'est très original à vous que de la faire, parce qu'on a des pages et des pages de références sur l'œuvre d'Anne Hébert et vraiment pratiquement rien sur l'aspect que vous soulevez. Les Juchereau du Chesnay, c'est quand même quelque chose de très important dans l'histoire d'Anne Hébert. Et il y a au cimetière de Sainte-Catherine une grande croix où sont enterrés, sous laquelle sont enterrés les gens de sa famille, que ce soit son père, bien sûr, sa mère, Saint-Denis Garneau, des Fragasso. Et puis cette croix est bien au centre du cimetière, un cimetière irlandais. C'est un lieu, dans son testament, elle disait vouloir être enterrée à Sainte-Catherine. Elle disait qu'elle ne voulait pas de service religieux, juste des chants grégoriens. Et elle ne veut surtout pas qu'on fasse un faux service ou un service en poulet. Elle veut conserver cette beauté de la terre originelle.